se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en lecture chuchotée. Chuchote, chuchote. J'espère que ça te plaît toujours. N'hésite pas à commenter si c'est le cas. Et si tu veux voir entendre d'autres podcasts dans un style un petit peu différent, n'hésite pas à me le dire également. Aujourd'hui, on se retrouve avec la suite de la lecture des 4 filles du Docteur March. Donc la version en lecture chuchotée, tu peux également retrouver la version en soft spoken dans un autre podcast. On en était au chapitre 2, un Noël imprévu. À l'aube grise de Noël, Jo se réveilla la première. Pas de bas suspendu à la cheminée, et elle se sentit aussi déçue que lorsque, bien des années auparavant, sa chaussette était tombée parce qu'elle était trop chargée de bonbons et de jouets. Puis elle se rappela la promesse de sa mère, et glissant la main sous son oreiller, en sortit un petit livre rouge. Elle le connaissait très bien, car c'était la belle histoire de la plus édifiante des vies, et Jo sentit que c'était là un vrai guide. Elle réveilla Meg par un joyeux Noël et lui conseilla de regarder sous son oreiller. Un livre relié en verre apparut, avec la même image à l'intérieur et quelques mots écrits par leur mère, ce qui rendait ce présent très précieux à leurs yeux. Beth et Amy s'éveillèrent à leur tour et trouvèrent leurs petits livres, l'un relié en bleu, l'autre en gorge de pigeon. Elles s'assirent et les regardèrent, tandis que le ciel se teintait de rose. Bien qu'un peu coquette, Meg avait une nature douce et pieuse qui influençait inconsciemment ses sœurs, surtout Jo qui l'aimait tendrement et lui obéissait parce qu'elle donnait gentiment ses conseils. Elle ouvrit son nouveau livre et commença de lire. Jo passa un bras autour de ses épaules et joue contre joue se mit aussi à le parcourir. Dans la chambre à côté, Amy et Beth en faisaient autant. On n'entendit plus que le bruit des pages doucement tournées. « Où est maman ?» demanda Meg une demi-heure plus tard, quand elles descendirent en courant pour remercier leur mère. Dieu seul le sait. C'est une pauvre créature qui est venue mendier, et votre maman a couru tout droit voir ce dont ils avaient besoin. Votre mère est trop bonne, elle donnerait sa chemise, répondit Anna. La vieille servante était chez les March depuis la naissance de Meg, et tous la considéraient plus comme une amie que comme une domestique. Elle ne va pas tarder à rentrer, faites vite les gâteaux afin que tout soit prêt, dit Meg en sortant le panier qu'elles avaient caché sous le sofa. Elle examina les cadeaux destinés à leur mère. Tiens, où est le flacon d'eau de Cologne d'Amy demanda-t-elle. Elle l'a emporté il y a une minute, sans doute pour l'entourer d'un ruban, répondit Jo qui virevoltait au milieu de la pièce pour assouplir les chaussons de l'armée qu'elle avait achetés pour sa mère. Comme mes mouchoirs de poche sont jolis, n'est-ce pas? Anna les a lavés et repassés, et je les ai marqués moi-même, dit Beth en regardant les lettres plutôt irrégulières qui lui avaient coûté tant de travail. Oh, regarde, elle a mis mère au lieu des initiales de maman. Comme c'est drôle, s'écria Jo en prenant un dans ses mains. Est-ce une bêtise? Fit Beth troublée. J'avais pensé que cela valait mieux, parce que Meg a les mêmes initiales, et je veux que seule maman s'en serve. C'est parfait, ma chérie, dit Meg en coulant un regard vers Jo. Ton idée est excellente, maman sera ravie. Voilà maman, cache vite le panier, s'écria Jo en entendant un bruit de pas dans l'entrée. C'était Amy. Elle parut très déconcertée de voir ses sœurs. Où es-tu allée et que caches-tu dans ton dos? Demanda Meg, surprise de voir que la paresseuse Amy était déjà sortie car elle portait encore son manteau et son capuchon. Ne te moque pas de moi, Jo. Je ne voulais pas qu'on le sache jusqu'au dernier moment. J'ai changé la petite bouteille contre une grande et j'ai donné tout mon argent pour l'acheter. Je ne veux plus être égoïste. Et Amy montra la belle bouteille qui avait remplacé celle beaucoup plus modeste qu'elle avait mise la veille dans le panier. Elle avait l'air si humble que Meg la serra dans ses bras. Jo lui dit qu'elle était un trésor et Beth courut à la fenêtre pour cueillir sa plus belle rose de Noël afin d'en décorer le flacon. La porte de la rue claqua à nouveau.
ce matin et nous le ferons tous les jours, s'écrièrent-elles d'un cœur. Joyeux Noël, mes chéris. Je suis contente que vous ayez commencé tout de suite et j'espère que vous continuerez. Mais avant de nous mettre à table, je voudrais vous dire un mot. Tout près d'ici, il y a une pauvre femme avec un enfant nouveau-né. Les 6 autres sont blottis dans un lit pour ne pas geler, car ils n'ont pas de feu. Ils n'ont rien à manger et le plus âgé des garçons est venu me dire ce matin qu'il mourrait de faim et de froid. Voulez-vous donner votre petit déjeuner à ces malheureux en cadeau de Noël? Elles avaient très faim, car elles attendaient leur mère depuis près d'1 heure. Pendant 1 minute, le silence régna, puis Joe s'écria avec son impétuosité habituelle. « Quelle chance que tu sois revenu avant que nous ayons commencé. Est-ce que je peux t'aider à emporter tout cela chez ces gens ?» demanda Beth. « Je me charge de la crème et des galettes », ajouta Amy héroïquement, car c'était ce qu'elle préférait. Meg couvrait déjà les crêpes chaudes d'un couvercle et empilait le pain dans une grande assiette. « J'étais sûre de votre réponse, » dit Madame March en souriant de satisfaction. « Vous allez toutes venir avec moi, et à notre retour nous prendrons du pain et du lait, ce qui nous permettra d'attendre le déjeuner. » Par de petites rues désertes et misérables, elles arrivèrent dans une pauvre chambre nue, aux vitres brisées. Pas le moindre feu, les draps en loques, une mère malade, un bébé criant et des enfants pâles, affamés, essayant de se tenir chaud sous une mince couverture. Les yeux s'ouvrirent tout grands, les lèvres bleuies par le froid sourirent quand les jeunes filles entrèrent. « Ah, tout Jésus, ce sont des anges qui viennent nous visiter, » dit la malheureuse pleurant de joie. « De drôles d'anges en capuchon et en mitaine, » dit Joe, et tous se mirent à rire. Sans attendre, Anna fit du feu avec du bois qu'elle avait apporté et colmata les vitres brisées avec de vieux chiffons et son propre manteau. Madame March fit du thé et une bouillie d'avoine pour la mère qu'elle réconforta en lui promettant de l'aider et habilla le bébé aussi tendrement que s'il eût été le sien. Pendant ce temps, les filles avaient installé les enfants autour du feu et leur donnaient la béquille tout en riant et bavardant. Elles avaient peine à comprendre leur langage. Des anges ne cessaient de répéter les petits, à la très grande joie de Joe, habitué dans son enfance à s'entendre appeler petit diable. Ce fut un joyeux petit déjeuner, bien qu'elle n'en ait pas eu une miette, et je ne pense pas que dans toute la ville on aurait trouvé des enfants plus gais que les 4 sœurs affamées qui avaient renoncé à leur repas et allaient se contenter de pain et de lait en ce matin de Noël. De retour à la maison, pendant que leur mère montait chercher des vêtements pour les petites humelles, ses filles se hâtaient de disposer sur la table les présents qu'elle lui destinait. Ce n'était pas grand-chose, mais ce peu contenait beaucoup d'amour, et le grand vase de roses rouges et de chrysanthèmes blancs donnait à l'ensemble beaucoup de gaieté et d'élégance. « Elle vient !» s'écria Joe. « Commence à jouer, Beth. Ouvre la porte, Amy. 3 hurrahs pour maman. » Beth joua une marche entraînante. Amy ouvrit la porte et Meg escorta sa mère jusqu'à la place d'honneur avec la plus grande dignité. Madame March se montra surprise et touchée. Les yeux humides de larmes, elle examina les présents, lut les petits mots qui les accompagnaient. Elle enfila immédiatement les pantoufles, glissa un mouchoir dans sa poche après l'avoir parfumé d'eau de Cologne, attacha la rose à son corsage et déclara que les gants que lui offrait Meg lui allaient à la perfection. Il y eut beaucoup de rires, de baisers, de toute cette tendresse qui rend les fêtes de famille si agréables et en font de si bons souvenirs. Puis tout le monde se mit au travail. Les visites de charité et les cérémonies du matin prirent tant de temps que le reste de la journée se passa à la préparation des festivités du soir. Trop pauvres pour se permettre de grandes dépenses, les 4 filles utilisaient leurs dons et fabriquaient
Le soir de Noël, une douzaine de filles s'entassèrent sur le lit qui tenait lieu de premier balcon. Elles attendirent avec une impatience flatteuse l'ouverture des rideaux de perce jaune, derrière lesquels filtraient des murmures, des froufrous, la fumée d'une lampe et le gloussement d'Amy qui devenait facilement hystérique dans l'émotion du moment. Puis une cloche sonna, les rideaux s'ouvrirent et la tragédie opéra commença. Le bois sombre annoncé par l'unique affiche de théâtre était représenté par quelques arbustes en pot, du reps vert sur le sol et une caverne dans le lointain. La caverne avait pour toit un séchoir à linge et des bureaux pour murs. On y voyait un petit fourneau qui ronflait et une vieille sorcière penchée dessus. La scène était sombre et le fourneau rougeoyant faisait son effet, surtout quand on vit de la vapeur sortir réellement de la bouilloire dont la sorcière avait levé le couvercle. On laissa une minute au spectateur pour savourer cette vision, puis Hugo, le traître, entra à grands pas, la rapière traînante, le chapeau rabattu sur l'œil, la barbe noire, la cape mystérieuse et les fameuses bottes aux pieds. Après avoir fiévreusement arpenté la scène, il se frappa le front et, rempli d'une passion sauvage, se mit à chanter sa haine de Rodrigue, son amour pour Zara et sa plaisante résolution de tuer l'un et de conquérir l'autre. Les accents rauques de la voix d'Hugo, les cris qu'il lançait quand ses sentiments le dominaient, impressionnaient beaucoup l'auditoire, qui l'applaudit quand il s'arrêta pour reprendre son souffle. Il s'inclina, de l'air de quelqu'un habitué à l'admiration du public, puis se glissa vers la caverne et d'une voix forte ordonna à Agar de sortir. « Oh là, mignonne, j'ai besoin de toi !» Vêtue d'une robe rouge et noire, d'un manteau couvert de signes cabalistiques, le visage encadré d'une longue crinière grise, Meg apparut, le bâton à la main. Hugo demanda un charme pour obtenir l'amour de Zara et un autre pour faire disparaître Rodrigue. Dans une belle envolée dramatique, Agar promit les deux et chanta pour invoquer l'esprit qui accorderait le filtre d'amour. Une douce musique se fit entendre, puis du fond de la caverne sortit une petite silhouette habillée de blanc vaporeux, avec des ailes scintillantes et une guirlande de roses sur ses cheveux d'or. « Je viens à toi de ma maison désert, prends ce filtre magique et use-en bien, ou son pouvoir s'évanouira bientôt. » Et laissant tomber une petite bouteille dorée au pied de la sorcière, l'esprit disparut. Un nouveau chant de Agar amena une nouvelle apparition, un vilain lutin noir, qui lança une bouteille sombre à Hugo et disparut avec un rire moqueur. Après s'être confondu en remerciements, Hugo partit, les précieuses fioles à l'abri dans ses bottes. Agar informa alors le public qu'il avait tué jadis quelques-uns de ses amis, qu'elle l'avait maudit et qu'elle avait l'intention de faire échouer ses plans pour se venger de lui. Le rideau tomba sur ce premier acte et le public se reposa en mangeant des bonbons et en discutant des mérites de la pièce. Les 3 coups se prolongèrent avant le lever de rideau, mais quand on vit le décor, véritable chef-d'œuvre de charpente, personne ne se plaignit de ce long délai. C'était vraiment superbe. Une tour se dressait jusqu'au ciel, avec à mi-hauteur une fenêtre à laquelle brûlait une lampe. Derrière le rideau blanc parut, dans une ravissante robe bleue et argent, Zara qui attendait Rodrigue. Il vint dans un magnifique attirail, chapeau à plumes, cape rouge, boucle brune, guitare et bien sûr les fameuses bottes. Il s'agenouilla au pied de l'escalier et chanta une sérénade aux tendres accents. Zara répondit et après un dialogue en musique, consentit à s'enfuir avec lui. C'est là que se plaçait le grand effet de la pièce. Rodrigue sortit d'une échelle de corde à 5 marches, lança une extrémité et invita Zara à descendre. Elle sortit timidement de derrière ses barreaux, posa la main sur l'épaule de Rodrigue et allait sauter avec grâce quand, hélas pour Zara, elle oublia sa traîne qui se prit dans la fenêtre, la tour vacilla, se pencha, s'écrasa en tombant et ensevelit les amoureux infortunés sous ses ruines. Un cri général s'éleva, tandis que les bottes fauves se débattaient violemment pour se libérer des décombres. Une tête blonde émergea, et une voix s'exclama « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit !» Avec une merveilleuse présence d'esprit, Don Pedro, le père cruel, traîna sa fille hors de là et ajouta en rapide aparté « Ne ris pas, joue comme si tout allait bien. » Puis, courroucé et méprisant, il ordonna à Rodrigue de se lever et le bannit du royaume. Secoué par la chute de la tour, Rodrigue n'en défia pas moins le vieux monsieur et refusa de bouger. Cette attitude indomptable enflamma Zara, qui défia elle
Ensuite, petit et robuste, entra avec des chaînes, l'air très effrayé, et les emmena, ayant visiblement oublié les paroles qu'il aurait dû prononcer. L'acte 3 se passe dans la grande salle du château. Agar arrive pour libérer les amoureux et en finir avec Hugo. Elle l'entend venir, se cache et le voit verser les potions dans 2 coupes de vin. Il ordonne aux petits serviteurs timides: porte-les aux captifs dans leurs cellules et dis-leur que je reviens à l'instant. Le serviteur prend Hugo à part pour lui dire un mot à l'oreille. Agar en profite pour échanger les coupes avec 2 autres inoffensives cellules. Ferdinand le Mignon les emporte et Agar replace la coupe contenant le poison destiné à Rodrigue. Assoiffé après de longs discours, Hugo la boit, perd conscience et après s'être longtemps débattu, tombe et meurt, tandis qu'Agar lui apprend ce qu'elle a fait par une chanson mélodieuse et touchante. C'était là une scène vraiment palpitante, même si on avait pu penser qu'une longue chevelure soudain dénouée gâtait quelque peu l'effet de la mort du traître. On le rappela devant le rideau et il vint, très digne, tenant par la main Agar, dont la voix paraissait encore plus merveilleuse que tout l'ensemble du spectacle. L'acte 4 montra un Rodrigue désespéré, prêt à se poignarder devant l'inconstance de Sarah qu'on lui avait rapportée. Au dernier moment, un chant exquis résonne sous sa fenêtre et lui apprend que Sarah est fidèle, qu'elle est en danger et qu'il peut la sauver s'il le veut. Une clé lui est lancée, qui ouvre la porte. Au comble du ravissement, il arrache ses chaînes et se précipite pour sauver la dame de ses pensées. L'acte 5 s'ouvrait sur une scène orageuse entre Sarah et Don Pedro. Il veut la faire entrer dans un couvent, mais elle ne veut rien entendre. Après un appel touchant, elle est sur le point de s'évanouir quand Rodrigue surgit et demande sa main. Don Pedro refuse parce qu'il est pauvre. Il crie et gesticule terriblement, mais ne peuvent se mettre d'accord. Et Rodrigue va emporter Sarah épuisée quand le serviteur timide entre avec une lettre et un sac venant d'Agar, qui a mystérieusement disparu. On apprend qu'elle lègue une fortune inconnue au jeune couple et promet un destin affreux à Don Pedro s'il ne les rend pas heureux. Le sac ouvert, une avalanche de pièces de fer blanc s'abattent sur la scène, ennoblie par le scintillement des lumières. Cela radoucit totalement le père intraitable. Il consent sans murmurer. Tous s'unissent dans un joyeux chœur final et le rideau tombe sur les amoureux agenouillés pour recevoir la bénédiction de Don Pedro dans des attitudes romantiques pleines de grâce. Les tumultueux applaudissements qui suivirent furent brutalement interrompus, car le lit qui servait de premier balcon se replia brusquement et éteignit l'enthousiasme de l'assistance. Rodrigue et Don Pedro volèrent à son secours, et toutes s'en tirèrent sans dommage, même si plusieurs d'entre elles restèrent sans voix à force de rire. L'excitation était à peine calmée qu'Anna parut, présenta les compliments de Madame March et pria à ces dames de passer à table. C'était une surprise même pour les acteurs qui se regardèrent pleins d'une stupéfaction émerveillée. C'était bien de maman de leur préparer une telle gâterie. Mais depuis leur revers de fortune, elles n'avaient jamais rien vu d'aussi beau. Il y avait une glace, 2 même, une rose et une blanche, des gâteaux, des fruits, des bonbons, et au milieu de la table, 4 grands bouquets de fleurs de serre. Elles en eurent le souffle coupé. Elles regardaient tour à tour la table et leur mère qui paraissait se réjouir beaucoup. « Est-ce que ce sont les fées ?» demanda Amy. « C'est le Père Noël, dit Beth, ou plutôt maman, fit Meg. Tante March a eu un bon mouvement et nous a envoyé tout cela, fit Joe prise d'une soudaine inspiration. Vous vous trompez, c'est le vieux Monsieur Laurence, répondit Madame March. Le grand-père du petit Laurence. Qu'est-ce qui lui a mis cette idée dans la tête? Nous ne le connaissons pas. Anna a parlé à un de ses serviteurs de votre petit déjeuner. C'est un vieux monsieur un peu bizarre, mais cela lui a plu. Il connaissait mon père autrefois, et il m'a envoyé un mot très courtois pour me dire qu'il espérait que je lui permettrais d'exprimer ses amitiés envers mes enfants en leur envoyant quelques gâteries en l'honneur de Noël. Je ne pouvais pas refuser, et c'est ainsi que vous allez avoir ce soir une petite fête pour compenser votre déjeuner de pain et de lait. C'est son petit-fils qui lui a mis cela dans la tête, j'en suis sûre, dit Joe. C'est un garçon épatant, et j'aimerais faire sa connaissance. Il a l'air d'en avoir envie aussi, mais il est timide. Meg est si collet-montée qu'elle ne me permet pas de lui parler quand nous le rencontrons. Un jour, notre chasse est sauvée. Il nous l'a rapporté, nous avons bavardé par-dessus la barrière, et nous nous sommes tout de suite entendus, sur le criquet et tout le reste.
ce chapitre 2 et avec lui la fin de ce podcast. Je vous retrouve du coup dimanche prochain pour la suite de ce roman. J'espère que l'histoire vous plaît. C'est pas très facile à lire de mon côté. C'est des phrases très très longues. Donc j'espère que je mets suffisamment de ton et que vous arrivez à suivre un petit peu l'histoire. Moi de mon côté en tout cas je suis ravie d'avoir pu réaliser ce podcast parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu en tourner. Et puis je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée, que ce soit demain ou mardi pour les concernés. Une excellente rentrée à vos enfants si vous n'êtes plus scolarisés de votre côté, ou une excellente reprise du travail, pareil pour tous les concernés. Bref, une nouvelle année scolaire s'annonce pour nous tous. Donc je vous la souhaite pleine de réussite et la plus sereine possible. Voilà. J'espère en tout cas que ce podcast aura eu le mérite de vous détendre, de vous apaiser et de vous aider à passer une très bonne nuit. Je vous fais pour ma part de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une excellente soirée, une excellente nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette lecture chuchotée.